Bonjour et bienvenue à la balado au sujet des sciences humaines et sociales. Je m'appelle Alexandre Pétry, je suis professeur en administration de l'éducation à l'Université de Montréal et je suis en compagnie de mon comparade de toujours, Sébastien Belland, professeur en mesure et évaluation à cette même Université de Montréal. Permettez-moi de vous raconter une tranche de vie. Il y a une quinzaine d'années, j'ai été appelé par une émission de télévision, ce qui est relativement rare pour moi. Le duo de magiciens Penn et Teller avait réussi à produire une émission hebdomadaire intitulée Bullshit. À chaque épisode, Penn Jillette s'évertuait à déconstruire un mythe, à faire une démonstration par l'absurde ou encore à promouvoir les opinions libertariennes qu'il partage avec son silencieux partenaire. Presque tout est passé au tordeur. Les extraterrestres, la prohibition de la drogue, la religion, les discours publics xénophobes, pour ne nommer que ceux-là. Bidonnant, je vous le dis. Sauf que quelques sujets l'étaient moins et ça arrivait même à me mettre mal à l'aise. Par exemple, les pratiques médicales douteuses et parfois dangereuses, ou alors les discours extrémistes qui prétendaient s'appuyer sur une méthodologie scientifique, comme certaines théories suprémacistes, et arrivaient ainsi à se répandre auprès du public. Comme beaucoup, moi, j'ai été élevé avec la croyance qu'il existe des vérités scientifiques ou du moins des faits qui sont vérifiés, vérifiables et dont la science se porte garant. Mais qu'est-ce qui arrive lorsque des idées se partent du manteau de cette science si respectée afin de se faire passer pour ce qu'elles ne sont peut-être pas? On tombe tout près du sujet d'aujourd'hui, que sont les pseudosciences. Et nous avons le plaisir de recevoir Serge Larrivé, qui est professeur en psychoéducation à l'Université de Montréal, et Vincent Deneau, qui est chercheur postdoctoral au département de psychopédagogie et de psychologie du counseling à l'Université McGill. Messieurs, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de ce beau phénomène social que sont les pseudosciences. Mais avant de commencer, pourriez-vous nous parler un peu de vous et nous dire pourquoi c'est un sujet qui vous intéresse? Alors, donc, moi, je suis un vieux prof. Je vais fêter, ça fait 50 ans que je suis à l'université en 2021. Donc, j'ai assisté à la naissance de l'école de psychoéducation que nous fêterons cette année. Et donc, ma spécialité première, c'est l'intelligence humaine. Okay? Et au fil des ans, je me suis intéressé au fonctionnement de la science sous l'angle des fraudes et des pseudosciences. Donc, voilà, ça résume ma carrière. Ah oui, ça peut être très intéressant. Un jour, j'ai gagné le prix du meilleur enseignant à la Grande Faculté des arts et des sciences. Cette année, s'il y avait eu un prix du pire enseignant par Zoom, je l'aurais gagné. J'avais prévenu les étudiants que je serais plate et j'ai tenu parole. Par contre, ce qui est inquiétant, c'est que dans leurs reproches, ce qui revient constamment, c'est il y a trop de textes à lire et les textes sont trop longs. Pauvre petit Pete, hein? Oh, c'est dommage. Bon, on poursuit. Vincent? Oui, ben moi, en fait, j'ai été plongé dans cet univers-là un peu malgré moi, je dirais, il y a quelques années, en fait, bon, déjà quelques années. Il y a déjà presque plus d'une dizaine d'années, en fait, quand je terminais mon baccalauréat en droit, puis j'avais commencé mon stage de l'école du barreau. J'avais assisté à une conférence sur le décodage du non-verbal. Et par la suite, j'ai trouvé ça fascinant. J'avais suivi des formations là, pour apprendre à lire le non-verbal et tout ça. Et je me suis rendu compte progressivement, ça a été un cheminement personnel, que ce que j'avais appris finalement était non seulement pas fondé, mais allait à l'encontre de la connaissance scientifique sur le non-verbal. Et c'est à la suite finalement d'un changement de voie, si je peux dire ça. Là, j'ai retourné à l'école pour faire une maîtrise en droit sur l'impact du comportement non-verbal des témoins dans les procès, puis ensuite le doctorat et tout ça. Et donc, mon rapport avec les pseudosciences, c'est un petit peu celui-là. Donc, j'ai été plongé un peu malgré moi là-dedans. Puis par la suite, je considérais que c'était un sujet qui nécessitait une certaine attention, particulièrement dans le système de justice. Juste pour être sûr de bien comprendre, la conférence était organisée par l'école du barreau ou dans le milieu de stage? Non, en fait, la première conférence à laquelle j'avais assisté, elle était organisée dans le cadre d'un congrès d'avocats. OK. J'étais allé à cette conférence-là. Cette conférence-là, c'était pas exactement pendant mon. J'avais assisté à cette première conférence-là quand je faisais mon baccalauréat. Et à la suite de cette conférence-là, je m'étais dit, quand je vais avoir terminé mon barreau, je vais aller plus loin.
Et donc, après que j'ai eu terminé mon barreau et que là, je faisais mon stage du barreau, là, j'ai commencé à suivre plusieurs formations là-dessus. La première, là, la première conférence, là, qui était alors que j'étais encore à l'université, c'était, donc, comme je le disais, dans un congrès d'avocats. Et j'avais été invité là par un avocat qui m'avait dit, écoute, on a eu une conférence comme ça il y a quelques années, c'était super, le monde tripait, je suis sûr que tu vas aimer ça. Puis effectivement, quand j'étais allé à cette présentation-là là, avec un avocat, je capotais et donc je m'étais dit, quand je vais avoir terminé mon école du barreau, je vais pousser ça, je vais aller plus loin là-dedans. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à suivre plein de formations là-dessus, payer des centaines, des milliers de dollars pour me rendre compte progressivement qu'à un moment donné, ça ne tenait pas la route. Et c'est là que je suis retourné à l'école pour la maîtrise en droit et voilà, pour la suite. Ah, c'est fascinant. Je, J'aimerais en fait entamer avec la première question. On parle aujourd'hui de pseudosciences. Évidemment, donc, on pourrait peut-être prendre donc le cas contraire, la science. Puis j'aimerais peut-être vous entendre sur c'est quoi la science dans un premier temps, puis de faire la démarcation avec la pseudoscience. Donc, finalement, de bien nous expliquer c'est quoi la science et vraiment de nous montrer après, donc, qu'est-ce qui est le contraire de cette science-là. Oh là là, qu'est-ce que la science? D'accord. Quand on fait de la science, on n'affirme pas, on démontre. C'est le contraire avec les pseudosciences. Donc, quand on fait de la science, et là, je vais dire quelque chose qui habituellement fait sourciller, sinon sursauter, mais choisissez. On doit tout faire pour démolir nos théories. Et si on n'y parvient pas, c'est qu'on a temporairement raison. Donc, je viens de parler du critère, le fameux critère de réfutabilité, qu'on peut certes critiquer, mais c'est quand même une bonne idée. Donc, je dois faire, quand je fais de la science, c'est que mon objet d'étude se prête à la réfutabilité. Donc, je suis capable de faire des expériences correctement là, pour démontrer que je me trompe. Bon, évidemment, ça fait. Bon. Et, euh, et là, donc, je fais des observations, je pose des hypothèses, etc. Et il y a une chose que je fais que les pseudo-scientifiques ne font pas. C'est qu'une fois que j'ai terminé ma recherche, je la publie, j'essaie de la publier dans des revues scientifiques avec comité de lecture, c'est-à-dire des revues qui peuvent refuser le texte. Bon. Et si c'est publié, bien, youpi, surtout si c'est une bonne revue. Si elle n'est pas publiée, il faut voir si les raisons invoquées sont valables ou pas, puis je le republie ailleurs. Donc, autrement dit, quand je fais de la science, je m'organise pour être critiqué, alors que les pseudo-scientifiques, eux, vont chercher constamment à être confirmés dans ce qu'ils pensent. Et regardez bien le paradoxe ici. Si j'ai à me défendre dans une entrevue télévisuelle avec un pseudo-scientifique, c'est très dangereux. Parce que lui, il peut se contenter d'affirmer, alors que moi, je dois démontrer. Donc, je pars perdant. C'est très difficile. Et je comprends mes collègues qui ne veulent pas aller à la télévision pour débattre avec des pseudo-scientifiques. On n'est pas de taille. On ne procède pas de la même façon. Bon, évidemment, la science, c'est plus compliqué que ça, là, mais voilà. Donc, c'est ma première intervention. Vincent? Oui, ce que Serge dit, c'est super intéressant, en fait. Puis dans le fond, je vais juste compléter. En fait, comment je l'explique aux étudiants quand je leur parle, c'est que la science, c'est avant tout c'est pas une définition parfaite, là, ce que j'affirme, là, mais en fait, c'est pour essayer de comprendre que la science, c'est un processus. Dans le fond, c'est plus une façon d'expliquer les choses. C'est pas la conclusion, c'est ce qui vient avant. Puis je leur donne toujours l'exemple aux étudiants. Tu sais, quand tu as un manuscrit d'un article scientifique, donc ton manuscrit fait 30 pages, tu as à peu près 20 pages qui expliquent le cheminement qui précède les conclusions. Tu arrives aux conclusions, puis après ça, aux conclusions, en fait, mettons les conclusions, puis après ça, bon, là, c'est pas dans l'ordre, là, mais tu auras aussi une discussion qui va expliquer comment les résultats s'inscrivent par rapport au reste de la connaissance sur le sujet. Et donc, ce qui est surtout important, c'est le cheminement qui précède les conclusions, de sorte que
quand ce cheminement-là est accessible, comme Serge le dit, tout est mis en place pour faire l'objet de critique. Et c'est ça le point qui est le plus important, c'est quand on fait de la recherche, on s'expose à la critique et on donne tout ce qui est possible de donner pour pouvoir se faire contredire. Ça, c'est un point qui m'apparaît très, très important. Contrairement, puis on pourra revenir là, sur sciences et pseudosciences, j'ai toujours dit que dans les cours, là, quand j'en parlais, en fait, toujours, bon, je me rappelle d'avoir dit qu'on peut mettre ça sur un spectre. C'est-à-dire qu'à une extrême, tu as vraiment ce qui est, bon, on ne peut pas vraiment s'ostiner à savoir ça, c'est de la science. Puis à l'autre spectre extrême, tu as ce qui est de la pseudoscience. Puis des fois, il y a des patentes qui se retrouvent un peu à différentes places sur le spectre, puis c'est plus difficile de les classer comme sciences et pseudosciences. Hein. Il n'y a pas un... Je pense que Serge serait d'accord avec moi, là, il n'y a pas un critère qui fait en sorte que quand ce critère-là il est présent, on a toujours affaire avec une pseudoscience parce que, par exemple, les pseudoscientifiques, parfois, ils vont créer leur propre revue, puis là, ben, ils vont dire, ben, voyez, on est révisé par les pairs. Ou des fois, les pseudoscientifiques vont dire, parce que Serge parlait de revue puis de réfutabilité, mais même chose, des fois, il y a plein d'affirmations pseudoscientifiques qui sont réfutables. On est capable de démontrer qu'elles sont fausses si elles sont fausses. Mais le hic, c'est que, puis d'ailleurs, je tiens à le préciser immédiatement, là, puis je veux que ça soit très, très clair. Là. Quand je parle de pseudosciences, moi, l'objet de la critique, c'est les affirmations. Parce que la plupart des pseudoscientifiques, je pense, là, vraiment, que la plupart des personnes qui font des affirmations non fondées ou démontrées fausses, sans doute que la plupart d'entre eux, c'est des personnes de bonne foi. C'est-à-dire que les gens se disent, bon, eux pensent détenir une connaissance qui est fondée, puis eux la présentent en se disant que ça peut améliorer, je ne sais pas trop quoi, ça peut aider les gens et tout ça. Donc, ça, je pense que c'est important de le préciser parce que moi, sincèrement, là, je pense que la plupart des gens qui avancent des affirmations fausses, erronées, démontrées fausses, la plupart d'entre eux sont des gens de bonne foi. Ouais. C'est clair qu'il y en a là-dedans. C'est clair que parmi toutes ces affirmations, tous les gens, il y en a sans doute des gens dont la bonne foi est plutôt questionnable. Puis il y a des charlatans, puis je vais me limiter à mes qualificatifs à ça. Mais je pense que la plupart des gens, là, c'est des gens de bonne foi. Puis ça, je pense que c'est important de le préciser. L'intelligence, puis l'éducation, tu as des gens très, très intelligents d'ailleurs qui croient des affaires irrationnelles. Tu as des gens très, très éduqués qui croient des choses irrationnelles. Et donc, ça, c'est pas des attaques. Quand on critique les affirmations, là, c'est ce que c'est. On critique les affirmations. Et pour conclure sur cette question-là, je suis d'accord avec Serge sur le fait que sur un plateau de télévision, une personne qui va faire des affirmations pseudo-scientifiques versus scientifiques, ça va être... parce que les affirmations pseudo-scientifiques, souvent, elles plaisent à l'esprit. Hein, elles permettent de donner une certitude que la science ne peut pas offrir. Et ça plaît beaucoup à l'esprit. Et comment on peut répondre à... dans une tribune qui dure 3 minutes, mettons, là, sur un plateau de télévision, comment c'est possible de dire... Oui. Puis en plus de ça, les chercheurs, on a de l'air de toujours la personne qui est le casseux de party, tu sais. Donc, donc là, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelqu'un qui fait une affirmation qui est super attirante, sexy, qui plaît à l'esprit. Puis là, le chercheur dit, mais attendez, un petit instant, c'est pas aussi simple que ça. Puis après ça, le temps que tu démontes l'affirmation, si tu as le temps de la démonter, ben là, tu n'as même plus le temps de parler de science, de c'est quoi l'état de la connaissance sur un sujet. Donc, c'est une problématique. C'est une problématique dans la mesure suivante. Les gens doivent comprendre que la personne qui fait une affirmation a le fardeau de la démontrer. Exact. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est très, très, très important. Mais ça, c'est pas clair, ça, là. Puis l'affaire, c'est que les gens qui font des affirmations non fondées, démontrées fausses, bon, moi, des fois, je parle du non-verbal, mais de façon générale, ils vont faire ces affirmations-là qui vont être très, très sexy, qui vont plaire à l'oreille,
Mais malheureusement, il y a aucun moyen de savoir par où ces gens-là sont passés pour faire cette affirmation-là. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la plupart du temps, ça ne fait pas l'objet d'une publication scientifique avant. Moi, je peux faire plein d'affirmations, ça va plaire à l'esprit, mais puisque je n'ai pas rien publié, le public ne peut pas se faire une tête, les autres chercheurs ne peuvent pas se faire une tête sur les affirmations que je fais. Puis dans une émission de télévision, parfois, pas toujours, mais parfois, tout ça, là, on le perd. Là. Donc, l'important de se rappeler, tu sais, si c'était si simple que ça, si je dis à mes étudiants, à mes étudiantes, si c'était si... Mais c'est pas aussi simple que ça, parce que même encore là, s'il y a des gens qui publient des articles scientifiques, ça a été publié où? OK? Exact. Ça a-tu été publié dans des revues prédatrices? Ça a-tu été... Tu sais, parfois, il y a des articles qui passent la barre de la révision par les pairs, puis c'est des articles, désolé, là, mais ça fait dur. Là. Le pseudo-scientifique peut se présenter dans les médias, ici, ailleurs, dire oui, j'ai une publication scientifique qui prouve ça, mais tu sais, dans le fond, une publication à elle seule, ça veut. Je dis toujours aux étudiantes et aux étudiants, une publication, prenez ça avec des pincettes. Il faut voir dans le plus grand contexte, qu'est-ce qui a été publié d'autre sur ce sujet-là? Ça a été quoi les critiques? D'ailleurs, quand il y a une publication qui est vraiment... Finalement, là, je vais conclure ça. Quand il y a une affirmation extraordinaire, d'avoir une preuve à la hauteur de l'affirmation, point final. Puis ce qui est malheureux, c'est que si on le perd de vue, puis on donne la parole parfois à des gens qui font des affirmations extraordinaires et qui n'ont aucune preuve à la hauteur de leur affirmation. Puis à nouveau, je veux le répéter, ces gens qui font des affirmations extraordinaires, sans doute que la plupart d'entre eux, c'est des personnes de bonne foi. Sans doute que la plupart des gens qui les invitent, c'est des gens qui veulent bien faire leur rôle, qui veulent bien jouer leur rôle d'animateur, de journaliste et tout ça. Et donc, je ne suis pas en train de blâmer qui que ce soit ici. Je suis juste en train de dire il y a des affirmations extraordinaires qui n'ont aucune preuve à la hauteur de cette affirmation-là. Et ces affirmations extraordinaires-là, qui plaisent à l'oreille, qui sont sexy, ça peut avoir des conséquences très graves. Et ça, on le perd de vue parfois. J'aimerais faire écho à écoutez, ça m'est arrivé parce qu'une de mes spécialités, donc, c'est l'intelligence humaine. Évidemment, il y a plein de gens qui... Vous n'avez pas idée des conneries qui se racontent sur l'intelligence humaine. Il y a une cinquantaine de mythes. Là. Bon. Et quelquefois, donc, ça m'est arrivé dans ma carrière qu'il y a des gens qui sont venus dans mon bureau pour m'engueuler. Alors, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je les écoute religieusement, même si je suis athée. Hein? Et je leur dis, écoutez, convainquez-moi que j'ai tort et je vous promets que je vais changer d'avis. Puis quand ils veulent partir de mon bureau, je les retiens. J'ai dit, non, restez au cas où vous auriez raison. Puis là, quand ils sortent, je leur cours après dans le corridor. Là, et là, ils ne comprennent pas. Il est fou! Mais non, c'est parce que si vous me convainquez que j'ai tort, je fais la fête. Je fais la fête. Bon, la question qui suit, c'est combien de fois avez-vous fait la fête? Mais croyez-le ou pas, 3 fois. Donc, j'ai accepté d'être convaincu quand quelqu'un m'a bien démontré que je me trompais, puis j'étais très content. Pourquoi est-ce que je suis content? Parce que si on me démontre que je me trompe, ça veut dire que je m'approche de la vérité. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Bon. Et tantôt, Vincent a fait allusion à différents procédés. Je viens d'y penser. J'ai publié en 2014, je pense, un petit bouquin qui s'appelle « Quand le paranormal manipule la science ». Et là-dedans, il y a 27 procédés utilisés par les pseudo-scientifiques pour nous convaincre. Alors, on pourrait tantôt en discuter de quelques-uns, mais c'est parce que c'est très important pour eux. Là. Ils se gourrent, mais ils ne le savent pas. Donc, il faut essayer de leur démontrer. Voilà. Avoir l'esprit critique, ce n'est pas une question de diplôme universitaire. J'ai connu des gens qui n'avaient même pas un secondaire 5, puis ces gens-là avaient plus d'esprit critique que des gens qui terminaient leur doctorat ou qui avaient un PhD. Et donc, pour celles et ceux qui nous écoutent, là, c'est pas une question. Oui, on peut être confronté, on fait de la recherche, on va apprendre le mécanisme de la révision par les pairs, on va baigner là-dedans, mais il ne faut pas écouter regarde, moi, je le dis à mes étudiantes et mes étudiants, écoutez, donnez-moi pas raison parce que j'ai un PhD.
quand je viens parler de mes sujets de recherche, j'essaie de me faire, entre guillemets, le porte-parole de ce qui a été publié dans la littérature pour leur exposer l'état de la connaissance sur un sujet. Mais il ne faut pas se baser sur le fait qu'une personne a 3 lettres à côté de son nom pour dire que cette personne-là a raison. Sans doute qu'une personne qui, par exemple, a fait j'en sais trop rien, un PhD sur l'intelligence, sans doute que cette personne-là a une connaissance pointue du sujet de l'intelligence, d'accord? Mais à lui seul, le fait d'avoir un PhD à côté de son nom, je veux dire, tu pourrais avoir un PhD en histoire, puis là, la personne se dirait anti-onde 5G, là, je ne sais pas quoi. Là. Mais tu sais, dans le fond, ça n'a aucun rapport, le PhD, avec le sujet pour lequel la personne prend position. Donc, Et ça n'a tellement aucun rapport que je ne sais pas si vous l'avez observé, je ne signe jamais PhD. Non, jamais. Donc, je ne veux pas que ce soit à cause du diplôme, mais que ce soit à cause du raisonnement. Alors, mais Comme le disent les anglophones, PhD, c'est pas pour Permanent Head Damage? Pourquoi? Pour Permanent Head Damage? Oui, d'accord. Une parenthèse aussi, on nous reproche souvent d'avoir l'esprit fermé. Et je leur réponds, écoutez, on peut-tu faire la distinction entre un esprit ouvert et un esprit troué? Alors, un esprit ouvert, il analyse bien la situation. L'esprit troué, c'est ça rentre d'un bord, ça sort de l'autre, il n'y a pas de filtre. Donc, c'est ça qui est dangereux. Mais on parle depuis plusieurs minutes, en fait, je vous écoute parler, c'est fascinant là, à quel point, et c'est quelque chose, et Vincent le disait, le PhD, il y a des quacks qui ont des PhD, je suis désolé, il y a des gens qui, j'ai vu des exemples aux États-Unis de gens qui utilisaient, les anglo-saxons vont être plus enclins à utiliser le préfixe docteur devant leur nom lorsqu'ils ont un PhD, mais sans nécessairement mentionner dans quel sujet le PhD est, et ils vont ensuite se lancer dans des trucs de santé ou de médecine avec un docteur devant leur nom. Mais est-ce que vous avez je veux dire, vous en parlez comme si ça venait vous chercher, comme si vous aviez affronté le Léviathan une couple de fois. Est-ce que vous avez des exemples de pseudosciences que vous pourriez expliquer peut-être un peu plus en détail? Au-delà du fait qu'il n'y a peut-être pas de falsification, de réplicabilité ou des exemples de pseudosciences avec un sujet, mettons. Moi, je vais faire une petite remarque ici. J'avais oublié écoutez, avec ce que tu viens de dire, je suis en train de terminer un ouvrage sur la stupidité. Hein? Pourquoi? Parce que voici comment l'ouvrage commence. J'ai passé la plus grande partie de ma carrière à travailler sur l'intelligence humaine. Pourquoi ne pas la terminer par un ouvrage sur la stupidité? Et ce qui me fascine dans ce que je fais, c'est qu'il faut se méfier des gens qui sont intelligents. C'est eux autres qui ont des fois des comportements les plus stupides. Donc, voyez-vous, ce n'est pas surprenant que le fait d'avoir un doctorat, c'est pas un vaccin contre la stupidité. Hein? C'est ça. Bon, pour répondre à la question maintenant, écoutez, les pseudosciences, un jour que je travaillais sur les pseudosciences dans les librairies, hein, je m'étais promené avec un galon à mesurer dans 71 librairies du Québec, comme ça, pour aller mesurer l'espace consacré aux pseudosciences d'un côté puis l'espace consacré aux sciences de l'autre côté. Bon, grosso modo, c'est autour de 80%, non, 88% pseudosciences, puis le reste pour sciences. Je comprends, si j'étais un libraire, je voudrais faire de l'argent, mais alors c'est ça. Et ça m'avait vraiment surpris. De me promener comme ça avec mon galon à mesurer. N'est-ce pas que c'est un excellent instrument de mesure, non, quand même? Hein? Bon. Et là, j'avais fait une liste, je pense qu'il y en avait au-delà de 200 approches pseudo-scientifiques. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Hein? En passant par les anges gardiens, avec l'astrologie, avec... il y en a tellement que je n'arrive plus là, à les nommer. Donc, et ça, c'est dramatique. Et ce qui m'avait frappé, c'est que l'habileté à aller chercher des façons de procéder
pour convaincre qu'ils ont raison. Bon, euh, une des façons les plus extraordinaires que ces gens-là font, c'est qu'ils utilisent le vocabulaire scientifique de façon tout à fait désordonnée. Donc, ils mettent ils mettent en évidence le doute. Voyez-vous, la science n'est sûre de rien. Bien sûr que la science n'est sûre de rien. Donc, si vous n'êtes pas sûr, c'est que nous, on a peut-être ce qui vous manque. Alors, voyez-vous, c'est des procédés tellement faciles, comme réfléchir, c'est fatigant, surtout entre les repas. Ben, les gens se plient à ça. Alors, voilà. Donc, j'arrête ici, là. Il y a une question qui me surlupine à ce sujet-là, et c'est, depuis tout à l'heure, vous insistez tous les deux sur le fait qu'avec la science, on ne sait pas. Et dans l'intro, tout à l'heure, je parlais du fait que j'ai été élevé comme tout bonne occidental, toute bonne personne occidentale, à croire que la science a la vérité. Et lorsque les scientifiques disent quelque chose, c'est la vérité infuse et qu'il n'y a pas de changement à ça. Ce que moi, j'ai découvert ce que je découvre à mesure que j'avance en recherche, c'est que j'en sais de moins en moins. Je suis de moins en moins sûr de ce que je sais à mesure que j'avance. Mais est-ce que justement le fait que le public et la société occidentale en général soient élevés dans cette espèce de, puis là, vous m'excuserez la force du terme, là, mais cette espèce de dévotion envers la science, que n'importe qui peut prendre les trappings, de se donner un air de science et capable de passer, de s'approprier cette espèce de dévotion-là qui fait que les gens ne sont plus capables de voir la différence, ou c'est juste moi qui transpose mes propres insécurités sur le débat? C'est juste toi. OK, c'est correct. Ça arrive. Je suis tout à fait à l'aise avec ça. Au secondaire, je tripais encore sur l'histoire, et ce qui m'a accroché et ce qui m'a envoyé vers beaucoup les sciences sociales, c'est de comprendre comment est-ce que, par exemple, les gens ont pu adhérer à des idéologies, des pseudosciences comme l'hygiène raciale en Europe au début du 20e siècle. Quelque chose, je veux dire, ils avaient des instituts de recherche, ils avaient des profs titulaires, des gens qui avaient des PhD, ils formaient des gens là-dedans. Comment est-ce qu'on peut, je veux dire, oui, te donner des exemples de l'astrologie et tout, mais est-ce qu'il y a des, je veux dire, l'astrologie est un exemple évident, est-ce qu'il y a des pseudosciences qui sont moins évidentes? Qui sont plus, je peux utiliser le terme insidieux, mais je vais l'utiliser, là, qui sont peut-être plus insidieuses dans leur camouflage? Avant de donner l'exemple, je n'irais peut-être pas avec le caractère insidieux parce que ça laisserait un peu penser que la personne qui enseigne la patente, elle a une mauvaise intention. Okay? Ouais. Mais sans doute qu'il y a des pseudosciences qui sont plus difficiles à reconnaître que d'autres pour le grand public. J'émettrai l'hypothèse suivante. Sur certains sujets, le public en sait beaucoup moins que sur d'autres. Et sur ces sujets-là, pour lesquels le public a moins de connaissances ou de base, bien, sans doute qu'il est plus vulnérable à ce qui est enseigné ou à ce qui est pas publié, mais qui j'allais dire en anglais, disséminé, bien, ce qui est transmis, ce qui est diffusé. Voilà, diffusé, c'est le bon terme. Prenez l'exemple suivant, dans le domaine du non-verbal. Bon, j'ai déjà critiqué ici au Québec la synergologie, qui est une approche qui propose de décrypter le comportement humain. Je ne ferai pas l'emphase sur cette approche-là parce qu'il y a des choses encore, j'irais même jusqu'à dire encore pires dans le monde. Vous avez des approches qui sont commercialisées aux États-Unis, qui sont commercialisées auprès des forces de l'ordre, les services de police. Puis ça, plein de gens qui ont écrit là-dessus avant. Là. Donc, j'en parle maintenant, j'en ai parlé, mais il y en a beaucoup d'autres chercheurs qui en ont parlé avant. Puis ces approches-là, elles proposent essentiellement finalement de lire les pensées des gens, là, parce que, on propose en fait des approches dans lesquelles on va dire à un policier, dépendamment de la façon dont la personne se comporte, il est possible de savoir si cette personne-là, elle a véritablement commis le crime pour lequel vous la suspectez. Et ces approches-là, la façon dont elles sont présentées, hein, il y a une aura de scientificité. Donc, il faut bien comprendre que pas besoin. C'est sûr qu'il y a des termes du genre
quand, mettons, quelqu'un met neurosciences partout, sciences, neurosciences, neurosciences, ça sonne, ça devrait allumer un peu un réflexe. C'est un terme il y a de la recherche en neurosciences, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est un terme qui est utilisé à toutes les sauces par des gens qui n'ont aucune idée de c'est quoi de la recherche en neurosciences. Bon, donc, mais pas besoin, ou mettons quantum, quantum. Ils vont utiliser le terme quantum à toutes les sauces. Et il y a de la recherche sur la physique quantique, pour laquelle je ne connais rien, moi. Mais je sais qu'il y a de la recherche là-dessus. Mais le terme quantum est utilisé pour tout et rien, finalement. Bon, pas besoin d'utiliser des mots scientifiques pour laisser planer un aura de scientificité. D'accord? Ça, c'est bien, bien important. C'est-à-dire que quelque chose je pense qu'il est légitime de penser que certaines affaires peuvent être qualifiées de pseudo-scientifiques sans même que ces affaires-là utilisent le terme science. Ils vont utiliser des chiffres, vont faire une présentation qui a de l'air rigoureuse. C'est vraiment le public qui a aucun. Tu sais, en passant, là, il y a plein de gens du public, puis je n'ai pas des données empiriques à l'appui, qui n'ont aucune idée c'est quoi la révision par les pairs. OK? Donc, simplement parce qu'ils n'ont jamais été confrontés à ça. Donc, pour ces personnes-là, la façon dont le public va juger va penser que quelque chose est scientifique alors qu'il ne l'est pas, ben, tu as juste à présenter ça de façon rigoureuse en parlant de placer 2-3 noms d'universitaires ici et là qui n'ont pas nécessairement dit ce que les auteurs leur font dire dans leur truc. Là. Ça, c'est une autre histoire. Mais imaginez la chose suivante. Vous avez des bouquins et des formations qui sont offertes à des personnes en situation d'autorité, des policiers, à travers le monde, là, à l'heure actuelle. Ça perd en popularité, soit dit en passant, et tant mieux. Mais des formations dans lesquelles on leur dit à ces policiers-là, vous pouvez déterminer si la personne, elle a commis le crime ou pas. Et c'est sur la base de quoi? Sur la base de, par exemple, la personne se positionne d'une façon particulière dans sa chaise, va bouger ses doigts de façon particulière, elle va te regarder de façon particulière, et donc sur la base d'indicateurs non-verbaux. Puis là, évidemment, ce genre de technique-là, puis ça, c'est typique de ces techniques-là du décryptage du non-verbal. Là. On dit, ne vous fiez pas à un seul geste, il y a plusieurs choses et tout ça. Mais c'est des précautions qui n'ont aucune valeur, en fait, parce que tu peux te fier. La personne qui va entendre ça va dire, bon, ben, il ne faut pas que je me fie à un seul geste, je vais me fier à plusieurs observations, mais la réalité, c'est qu'aucune de ces observations-là n'a de valeur. Donc, en pratique, le problème, c'est que ce genre de technique-là peut augmenter la certitude des gens que leur jugement est correct, mais ces observations-là baissent en fait la capacité à juger adéquatement des gens. Donc, autrement dit, tu observes le non-verbal d'une personne, tu ne vas pas être meilleur pour savoir si la personne est coupable, tu vas juste avoir l'impression que tu es meilleur. Et ça, c'est très, très grave parce que ça va donner une certitude qui est erronée à des personnes qui sont dans des positions d'autorité. Et par la suite, ça peut faire en sorte, et ça, c'est documenté, ça peut faire en sorte que ce genre de technique-là, là, qui est commercialisé un peu partout dans le monde, ça peut amener des interrogatoires davantage coercitifs et ça peut amener aussi des gens à faire des fausses confessions. Donc, autrement dit, des gens peuvent affirmer avoir commis des gestes qu'en réalité, ces personnes-là n'ont jamais commis. Et là, quand on parle de ça au public, il y a des gens, puis avec raison, ça paraît très, très contre-intuitif de se dire que des gens vont affirmer avoir commis des choses qu'ils n'ont jamais commis. Tu sais, je veux dire, comment tu peux faire ça? Tu sais, comment tu peux arriver à un point puis dire que tu as fait un geste qu'en réalité, tu n'as pas commis? Bon, ben la recherche, elle montre très clairement que les fausses confessions, là, c'est un phénomène qui existe, OK? Puis évidemment, il y a des personnes qui sont plus vulnérables que d'autres, les plus jeunes, entre autres, mais tout un chacun, on est vulnérable à affirmer des choses qu'on n'a jamais commises si on est placé dans un contexte particulier. Et la coercition qui peut découler de ces observations non-verbales-là, en passant, là, la coercition, on ne parle pas d'une personne qui va donner, d'un policier qui va donner des claques d'en face au suspect ou des coups de poing ou avec l'image du bottin de téléphone. Ça n'a aucun rapport avec ça, là. Mais c'est de la façon, si le policier est convaincu que la personne a commis un crime, est-ce que le policier va plutôt se placer dans une position pour essayer de confirmer son intuition initiale en posant des questions qui vont amener le suspect ou le témoin à affirmer des choses que la personne n'aurait jamais affirmées?
puis place ça dans une situation où il y a du stress, la personne est plus jeune, ne comprend pas trop qu'est-ce qui se passe. Et donc, votre question, c'était, est-ce qu'il y a des pseudosciences qui sont, et j'avais repris le terme, là, plutôt qu'insidieux, mais je dirais plutôt difficiles à repérer que d'autres. Je donne l'exemple de celles qui sont en lien avec le non-verbal, parce que ces affaires-là, là, jusqu'à dans les 10 dernières années, là, ça a perdu en popularité parce qu'il y a de la recherche qui a montré tous ces dangers-là. Mais ces pseudosciences-là, là, qui faisaient des affirmations sans les démontrer, hein, qui ne faisaient pas la preuve de ce qu'ils affirmaient, c'était tellement sexy, ça offrait aux forces de l'ordre une solution à un problème. Soit dit en passant, une solution que la science n'offre pas. La science n'offre pas cette solution-là. La science ne permet pas. On ne peut pas savoir, sur la base de comportements non-verbaux, qu'une personne elle a commis un crime ou pas. Ben, je fais un bémol, là. S'il y a une vidéo où la personne met 20 $ dans ses poches puis qu'il n'y a pas de son, puis que la personne après dit « j'ai jamais mis 20 $ dans mes poches », bien c'est sûr, on peut dire que le non-verbal par l'observation, tu as vu le vidéo, par le non-verbal, hein, tu peux savoir que la personne elle a menti. On va dire que c'est un peu l'exception à la règle, là, d'une certaine façon. Mais je pense qu'il y a des contextes dans lesquels certaines affirmations non fondées, présentées comme scientifiques, vont être davantage séduisantes. Par exemple, lorsqu'elles offrent une réponse à une question, qu'elles permettent de régler un problème pour lequel il n'y a pas de solution pour l'instant. Puis aussi, je dirais que dans les domaines de recherche pour lesquels les chercheurs ne se positionnent pas publiquement pour expliquer c'est quoi l'état de la connaissance, ben, c'est des domaines dans lesquels, sans doute, c'est plus facile de persuader le public que des affirmations non fondées le seraient. Tu sais. Puis, je vais juste terminer en disant une chose. J'ai déjà, et je continue de l'affirmer d'ailleurs, les chercheurs ont une responsabilité. Là, cette idée-là, puis d'ailleurs qui est encore très répandue, là, que les chercheurs sont dans leur tour d'ivoire, a sans doute contribué au fait que le public, certaines personnes du public rejettent la parole des experts, hein, parce qu'ils vont dire, ben, eux autres ne connaissent pas le vrai monde, ils sont dans leur tour d'ivoire. Donc, ça a sans doute contribué. Donc, les chercheurs ont une responsabilité, je pense, dans la popularité des pseudosciences, des affirmations non fondées. Mais, et j'ajoute ceci, c'est le point le plus important, les institutions d'enseignement supérieur ont aussi leur responsabilité. Parce que, et je l'ai déjà écrit et je vais continuer de l'écrire, les institutions d'enseignement supérieur, là, elles sont bien contentes quand les chercheurs prennent la parole, hein, ça donne de la visibilité, hein, ça permet d'attirer l'attention, c'est bon ça. Okay? Mais à l'heure actuelle, quand un chercheur se positionne publiquement sur des enjeux pour lesquels les négationnistes de la science sont omniprésents, pour lesquels les conspirationnistes et les gens qui proposent des affirmations les chercheurs s'exposent à de la haine, à des menaces, et avec la COVID, je ne sais pas, je peux pas dire, je sais pas dans quelle mesure ça a augmenté tout ça, mais en tout cas, c'est davantage discuté. Il y a un article, il y a un texte qui a été publié dans Nature pour expliquer qu'un chercheur dans un autre pays qui s'est positionné publiquement sur certains médicaments pendant la COVID, il fallait qu'il se promène avec des bodyguards armés. OK? Donc, là, faut dire quelque chose, là. Oui, les chercheurs ont une responsabilité, mais les institutions d'enseignement supérieur ont aussi une responsabilité de défendre leurs chercheurs. Les institutions d'enseignement supérieur, en tout cas, plusieurs, sont payées par qui? Qui finance? C'est le public, d'accord? Il y a un financement public des institutions d'enseignement supérieur.
Et le public, par ce financement, devrait avoir accès à la connaissance. Et là, si on dit, ben, tout est sur les épaules des gardes, tu es un chercheur, ben, il faut que tu te positionnes publiquement, c'est ta responsabilité. On met l'odieux sur les épaules du chercheur en lui disant, ben, regarde, tu devrais te sentir mal, tu ne t'es pas positionné publiquement, puis à cause de ça, ben, finalement, oui, mais en réalité, là, un chercheur tout seul, ça ne peut pas se positionner contre des organisations, des gens qui sont super organisés. Le gars, comment tu veux raisonnablement penser que quelqu'un, ben en fait, à moins que tu t'appelles Serge Larrivé et que tu es un super héros de la défense de la science, là, je veux dire, Serge, je veux dire, c'est une bête, là, je veux dire, je veux dire que c'est très inspirant, mais moi, j'ai vécu de la haine à cause que je me suis positionné publiquement pour défendre la science. Puis ce que j'ai vécu, là, ça a été très, très difficile par moments, mais je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui vivent encore pire que ça, mais vraiment pire. Puis et les témoignages sortent, les gens ne veulent pas trop en parler de ça, tu sais. Mais je vois des témoignages à droite et à gauche, là, les gens n'ont aucun support de leur institution d'attache. C'est choquant. C'est choquant parce que le savoir que ces personnes-là ont pour aider le public, pour que le public puisse prendre puisse prendre position de façon plus adéquate, comment peut-on reprocher à des chercheurs de vouloir préserver leur santé mentale, de dire, regarde, là, moi, cette haine-là, je ne suis pas capable de vivre ça. Comment peut-on leur... Il doit y avoir... le milieu universitaire doit être davantage organisé. On parlait au début, je ne sais pas si l'enregistrement avait commencé, mais à quel point la connaissance universitaire, le temps qui est mis par les étudiants, par les chercheurs, par les profs, les heures de travail qui sont mises, cette connaissance-là, là, elle est très, très importante. Elle doit être valorisée davantage et on doit avoir les outils pour la valoriser davantage. Puis ça vient... les institutions d'enseignement supérieur doivent en fait, je l'ai écrit dans un texte de l'ACFAS, là. Ils doivent aller de l'avant, doivent prendre position. Ils ne peuvent pas rester silencieuses. Sinon, on met tout ça sur les épaules des chercheurs. Puis écoutez, là, quand j'ai sorti le texte de l'ACFAS, je vais vous dire quelque chose, là. J'ai parlé avec des jeunes chercheurs qui m'ont contacté pour me dire, regarde, écoute, ce que tu vis, là, c'est à peu près ce que je vis, puis c'est la raison pour laquelle je ne me positionne pas publiquement. Hey, peux-tu croire, là? Je les blâme pas, là. Mais il y a plein de jeunes chercheurs, sans doute, qui auraient des connaissances pour aider la population, mais ils ne le font pas parce que des tenants de pseudosciences, d'approches non fondées, sont la source de haine, de critique, je veux dire, mais bon, voilà. C'est intéressant ce que tu relèves de dire que les gens qui soutiennent les pseudosciences ou qui en font la promotion sont organisés. C'est pas juste se faire lancer un soulier au coin de la rue, ce sont des campagnes souvent. Je veux dire, on ne parlera pas de sites comme 4chan qui sont des sites où les gens organisent de tels trucs. Il y a des gens dont c'est pratiquement le plaisir, mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut s'attacher autant à une croyance au point d'aller jusqu'à ces extrêmes-là en termes de comportement? Le cerveau humain, là, pour bien fonctionner, a besoin de sens. Puis qu'est-ce qui fait du sens rapidement? C'est les croyances. Donc, tu n'as pas besoin de réfléchir longtemps. Tu as juste besoin que si tu crois à quelque chose qui fait du sens pour toi, ça te satisfait. C'est pour ça que je sais que ça semble un peu paradoxal, mais quand les gens nous attaquent, je pense que la première chose à faire, c'est de les écouter, vraiment beaucoup. Moi, je l'ai vécu avec
À un moment donné, j'ai publié un article. J'ai appris que c'est encore un des articles les plus cités dans le journal de l'université, là, sur où est-ce que je démontrais que Mère Teresa était une fumiste. Hein? Bon. Ça a fait le tour du monde. Et... Ça avec quoi Penn and Teller serait d'accord parce qu'ils ont consacré un épisode au complet à relever probablement les mêmes arguments que toi. Qui ça? Les deux magiciens dont je parlais okay. en introduction, ils ont consacré un épisode. Là, j'ai eu énormément d'insultes sur courriel. Et là, j'avais une de mes assistantes qui répondait toujours la même chose. J'avais dit quoi dire. J'ai bien reçu votre courriel et je comprends votre réaction. J'ai eu sensiblement la même quand j'ai pris connaissance des faits. Alors, voici le texte original. Alors, si vous me démontrez que je me trompe, je m'engage formellement à faire des excuses publiques. Et 50% des gens qui ont répondu ont dit « De toute façon, vous êtes un trou de cul ». Bon, ça, ce n'est pas un argument. Hein? Je le savais déjà, mais ce n'est pas un argument. Hein? Et il y a un autre groupe de personnes, surtout des Français, qui ont répondu de la manière suivante. Écoutez, mon Dieu, merci d'avoir écrit. Jamais ici un professeur aurait daigné répondre aussi rapidement avec gentillesse et courtoisie. Bon, puis je m'excuse un peu. Là. Bon, voyez-vous donc, mais ça, c'est les Français. Les Français ne s'attendaient pas à ça, là. On t'insulte, puis tu leur dis, ben peut-être que vous avez raison. Alors, démontrez-le moi, puis je vais être correct. Alors, voyez-vous, je pense que, et ça m'amène sur un autre terrain, mais un terrain qu'on n'ira pas, c'est, je pense que je suis porté à penser que toute réaction normale est inutile. Parce que si tu as une réaction qui sort de la boîte, les gens sont en déséquilibre et ne savent plus quoi faire. Ils ne s'attendent pas à ça. Ils s'attendent à une attaque alors que tu continues d'être gentil. Hein? Ça, je l'ai vécu à quelques reprises aussi, à des gens dans le corridor, comme ça, bon, un peu comme par maladresse, qui m'insultent. OK? Puis là, la personne me regarde, me dit, vous avez pas l'air fâché. J'ai dit, non, c'est le contraire. Je vous remercie de vos propos. Ils ne comprennent plus rien. Et je lui dis, bien oui, vous venez d'augmenter ma liberté. Quand l'occasion va se présenter, si elle se présente, d'être bête avec vous, bien, je pourrais le faire. Alors, merci. Alors, ils ne comprennent plus rien. C'est-à-dire que c'est pas ça que... Bon, enfin bref, ça c'est autre chose. Donc, ce que je voulais dire ici, c'est que le cerveau humain, c'est une machine à fabriquer du sens. Donc, ce n'est pas surprenant que les gens croient. Et je dirais, à la limite, sans en être sûr, que c'est nous, les sceptiques et les scientifiques, qui ne sommes pas normaux à vouloir avoir la vérité. Hein? Alors que c'est tellement plus facile de croire. Hein? C'est ça. Donc, voilà. Avez-vous déjà eu des moments où vous enviez? Je vais aborder peut-être une autre anecdote sur. J'ai eu une discussion dans un congrès avec quelqu'un, un collègue, pour qui avait une croyance quelconque sur quelque chose qui se rapprochait probablement d'une pseudoscience. Et j'en arrivais à envier sa certitude. J'en arrivais à envier le fait que la question était réglée dans sa tête. Non, c'est clair. C'est clair. Moi, il y a des moments où je me dis, c'est arrivé des moments où je l'ai dit explicitement à des amis, puis des collègues. Puis d'ailleurs, Serge va sûrement... L'esprit critique, c'est pas reposant. C'est Serge qui m'avait dit ça. Bon. C'est Serge qui m'avait dit, l'esprit critique, c'est pas reposant. Bon. Puis je l'ai repris, désolé Serge, je l'ai repris à quelques reprises, cette petite phrase clé de... Pas de problème avec ça. Merci. C'est tout. Oui, c'est ça, une phrase de 3 mots. Hein? Plagiat verbal. Non, plagiat verbal, évidemment. Donc, je me suis dit, des fois, j'aurais aimé... En fait, je me pose la question, des fois, est-ce que j'aurais aimé pas savoir ce que je sais? Tu sais, par exemple, sur la détection du mensonge, là, c'est un sujet de recherche sur lequel je travaille. Avec toutes les cochonneries qui se disent là-dessus, là, c'est décourageant.
littéralement décourageant. De savoir les gens qui utilisent ça, les personnes en situation d'autorité qui utilisent, c'est décourageant. Je me dis, est-ce que j'aurais l'esprit plus tranquille si je ne le savais pas? C'est clair. C'est clair que j'aurais l'esprit plus tranquille si je ne savais pas ce que je sais. Puis je me dis à ce moment-là, ben, qu'est-ce que j'ai à gagner de savoir ce que je sais? Je me pose la question à savoir. Puis j'en viens, tu sais, je pense à haute voix, mais le souhait un peu de laisser, c'est ça que je dis des fois. Je dis, moi, là, dans le fond, là, j'espère juste que quand je vais partir, je vais avoir réussi à améliorer un tant soit peu sur un petit sujet, peut-être en quelque part, de sorte que quand je vais partir, je vais laisser, je vais laisser le monde un petit peu meilleur que quand je suis arrivé. Tu sais, là, dans le fond, je ne m'attends pas à ce que ce soit une réussite. Là. Ce que je veux dire, c'est mon espérance, c'est ça. Tu sais. Et donc, à savoir des choses qui nous permettent, finalement, c'est pas reposant, je me dis, ben, c'est peut-être une façon d'essayer d'améliorer un peu les choses, de savoir que, bon, finalement, tu développes des connaissances, puis tu te rends compte que finalement, il y a des choses qui ne tiennent pas la route. Mais très clairement, là, la question qu'Alexandre a posée, là, je me la pose parfois presque textuellement. Oui, il y a des moments où je me dis ça aurait été beaucoup plus reposant de ne pas savoir, puis de vivre. Oui, c'est ça. Ouais, oui, la réponse à ta question, c'est oui. Tu l'es arrivé? Oui? Oui, pourriez-vous réagir? Non. Fiefé coquin. Non, j'ai rien à dire. Super. Les amis, je vais enclencher Oui, vers la d'autres dernière questions, question qu'on veut vous poser. Ça a été passionnant, sérieusement. Vraiment, là, mille merci, Serge, mille merci, Vincent. La dernière question, c'est est-ce que vous êtes inquiet de la place qu'ont pris les pseudosciences durant la pandémie jusqu'à aujourd'hui? La réponse est oui. La réponse est oui. Et encore une fois, ça démontre que quand les gens sont paniqués, ils sont prêts à croire à peu près à n'importe quoi. Bon. Et moi, ce qui m'a surtout frappé, c'est le comportement des gens. Alors, je vous donne un exemple banal. Je suis allé à l'université à tous les matins. Je suis resté chez moi. Oui, oui. Alors, à tous les matins, j'étais tout seul pendant un très long moment et mes collègues étaient paniqués. La réponse est Hey, you, je suis tout seul. Il est où le danger? Et ce raisonnement-là m'amène à la section suivante. Quand je m'en venais sur la rue, au début de la pandémie, des gens masqués, et des fois deux masques, dès qu'on était pour se croiser, changeaient de trottoir, s'en allaient sur le terrain, etc. J'ai dit, hey, il n'y a aucun danger. On se croise même pas une seconde. Il n'y a aucun danger. Alors, moi, ce qui m'a frappé, c'est les comportements. Là, je vais employer le mot stupide, mais ce n'est pas exact ici. Là. C'est des comportements stupides qui sont dictés par la peur. Là. Bon, des comportements où tu ne réfléchis plus parce qu'il y a un danger. Et ça m'a bien énervé à ce point que je me suis acheté à la quincaillerie un bâton de 2 mètres, puis je me suis promené avec dans la rue. OK? Il y avait des gens qui me trouvaient bizarre, mais pourquoi j'ai fait ça? Pour faire la démonstration que le 2 mètres, personne le tenait, ce 2 mètres-là. Alors, je me promenais comme ça, puis c'était drôle. Bon, évidemment, il y a des gens qui ont dit, mais il est fou, mais ça, c'est leur problème, c'est pas le mien. Bon, si j'étais un dictateur, et que je serais content. Tu fais peur au monde, puis ils sont soumis. C'est triste, hein? C'est même pas un reproche là, sur mes concitoyens. C'est ça. Alors, puis je termine là-dessus. C'est pour ça que je suis curieux, très curieux. Moi, je me promène sur la rue, puis je vois un employé qui travaille. Des fois, je l'arrête pour dire, hey, mais qu'est-ce que vous faites exactement? Hein? Là, ce qui fait que maintenant, les employés qui s'occupent des gazons autour de chez moi, à chaque fois que je passe, bonjour. Ça, bon. Donc, je suis curieux. Hein, c'est ça. Vincent? Quand la pandémie elle a commencé, très naïvement, en fait, je me rends compte que c'était très naïf comme réflexion. Je me suis dit, là, il y a une crise sanitaire.
Puis la recherche, je veux dire, je me suis dit, qu'est-ce qui va nous sortir de cette crise-là? Ben, c'est la recherche scientifique. Je me suis dit, donc, ma petite réflexion à 2 scènes, là, littéralement, là, je me dis, mais je veux dire, les gens vont comprendre que la science, c'est important. Je veux dire. Puis, je pense que quelqu'un d'autre est sorti. En fait, je pense avoir entendu ça de quelqu'un. En fait, je pense pas que cette phrase-là vient de moi, là, mais elle vient, je me rappelle plus d'où, là, mais probablement qu'une des choses les plus qui ressort le plus, la science, c'est la grande perdante de la pandémie. Parce que là, écoute, là, je veux dire, les croyances irrationnelles, là, vraiment, là, ils ont explosé pendant la pandémie. La science, elle a été présentée de façon tout croche par des politiciens d'ici et d'ailleurs, de sorte que elle a été, la science, à la limite, parfois même été politisée, là, a été utilisée de façon... ce qui fait en sorte qu'il y a sans doute des gens qui ont perdu confiance en la science à cause de la pandémie. Puis sans doute qu'il y a des gens qui ont gagné confiance en la science à cause de la pandémie. Je m'inquiète particulièrement, puis il y a des chercheurs qui ont écrit là-dessus, là, des menaces et des violences à l'endroit des chercheurs qui ont été accentuées à cause de la pandémie. Pour moi, ça m'apparaît... Moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Parce que la science, c'est extrêmement important dans la démocratie. Tu veux que le public prenne des positions éclairées sur certains sujets. Pour prendre des positions éclairées, on a besoin de faits, de connaissances. Et si le public n'a pas accès à certains faits ou certaines connaissances, comment on peut les amener à aller dans une direction ou l'autre, par les émotions, la peur, la croyance? La science est très importante pour la démocratie. Et quand les chercheurs sont menacés parce qu'ils font des travaux de recherche sur les vaccins, sur les réchauffements climatiques, sur n'importe quel autre sujet, moi, je dirais que c'est ça qui m'inquiète plus dans la pandémie. Le bon côté, si je peux m'exprimer comme ça, je ne pense pas que c'est un bon côté, mais en fait, c'est que là, les chercheurs en parlent plus publiquement là, de toute cette menace-là, de cette haine-là, de ces menaces-là qu'ils reçoivent. Donc, il y a de plus en plus de... J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de textes qui sont consacrés à ces sujets-là. Et donc, le phénomène n'est plus aussi caché dans le silence, on peut dire, d'une certaine façon.